Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Essuyez-vous sans guerre à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Salut tout le monde, c'est Papy King, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de ma série Comment débuter en cybersécurité. C'est parti. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'une citation qui vient du livre L'art de la guerre de Sun Tzu. Il faut savoir que c'est vraiment la mentalité à avoir quand vous faites de la cybersécurité. Et plus généralement en cybersécurité, vous allez voir qu'il y a plein de similarités avec le domaine de l'armée. Bon, ça c'était une petite parenthèse avant de continuer. Et aussi, la fois passée, je vous ai parlé de CVE, mais je vous ai pas parlé de 0D. Une 0D, c'est l'inverse d'une CVE, c'est-à-dire c'est une vulnérabilité qui n'est pas connue, contrairement à une CVE qui est une vulnérabilité connue. Donc quand vous allez entendre parler de 0D, dites-vous que c'est une vulnérabilité qui n'est pas d'abord connue. Mais si quelqu'un vient vous dire que j'ai découvert une 0D et voici le lien vers le site où je l'explique, ce n'est plus une 0D parce que là elle est connue, elle est publique. Donc il faut vraiment savoir différencier une 0D d'une CVE. Et si vous avez bien compris tout ça, vous allez comprendre que toutes les CVE ont d'abord été une 0D avant de devenir une CVE. Il faut savoir aussi qu'il existe des organismes qui achètent des 0D pour les revendre soit à des groupes de hackers, soit à des États. Et en parlant de groupe de hackers, je vais vous introduire ce qu'on appelle un groupe APT. Un groupe APT, pour vous faire simple, c'est un groupe de hackers ultra énervés qui ont pour but d'être très furtifs, c'est-à-dire très discrets et d'être au plus proche des gens. C'est généralement des équipes attribuées à des États. Et sur le projet, on retrouve des groupes tels que le groupe APT1 qui vient de la Chine, l'unité 8200, une équipe russe, les USA et j'en passe. Maintenant, je vais vous parler de Kill Chain. La Kill Chain est aussi appelée APT, mais c'est différent du groupe APT qu'on vient juste de voir. Cette fois-ci, APT, ça veut dire Advanced Persistent Threat. C'est l'ensemble des étapes utilisées pour compromettre une cible donnée. Et ces étapes changent en fonction de la situation. Du coup, on n'a pas une kill chain universelle. Mais bon, la plus simple se divise en 5 étapes. La première étape, c'est l'étape de reconnaissance. Et dans cette étape, on distingue deux types de reconnaissance, à savoir la reconnaissance passive et la reconnaissance active. La reconnaissance active fait référence à tout ce qu'on va faire sans avoir d'interaction directe avec la cible, à savoir aller chercher des informations sur les réseaux sociaux, regarder les fiches de poste, les CV des gens qui travaillent dans l'entreprise en question, en passant par des sites comme Shodan pour recenser un peu l'infrastructure technique de l'entreprise, et ainsi de suite. Mais retenez bien que dans la reconnaissance passive, il n'y a jamais d'interaction directe avec la cible. À l'inverse de la reconnaissance active où maintenant on va interagir avec la cible. Ça peut être par exemple identifier les services en cours d'exécution à travers des scans. Là, je rentre un peu dans la technique. Ça peut être aussi le fait d'obtenir des informations à travers ce qu'on appelle du social engineering. C'est-à-dire manipuler quelqu'un pour lui soutirer des informations. Et à la toute fin de cette étape et de toutes les autres étapes, on établit une documentation de toutes les découvertes qu'on a faites. Maintenant vient la deuxième étape qui est celle d'évaluation. À partir de toutes les informations issues de l'étape de reconnaissance, on va maintenant évaluer les faiblesses de la cible. Cela passe par le fait d'identifier et cartographier les systèmes vulnérables, mais aussi de classer les vulnérabilités. Et à la fin de cette étape aussi, on établit une documentation des découvertes. Après, on a la troisième étape qui est celle d'exploitation. C'est-à-dire qu'on va exploiter les vulnérabilités qu'on a découvertes, obtenir un accès, capturer les données non autorisées et à la fin de cette étape aussi, rédiger une documentation de toutes les découvertes qu'on a eues. Ensuite, on passe à la quatrième étape qui est celle d'escalade de privilèges. Cette étape vise à obtenir un accès supérieur au réseau et au système, découvrir des informations supplémentaires sur le compte utilisateur et accéder à d'autres systèmes nécessitant des privilèges élevés. Par exemple, supposons que vous preniez le contrôle du PC de Bob. Quand vous allez avoir un accès initial, vous serez connecté sur son PC en tant que Bob, mais pas en tant qu'utilisateur qui a tous les privilèges. Du coup, il va vous falloir utiliser des techniques afin d'élever vos privilèges. Et aussi, avant de continuer, il faut savoir que dans les techniques d'escalade de privilèges, il y a deux types d'escalade de privilèges. Il y a l'escalade de privilèges horizontale et il y a l'escalade de privilèges verticale. Horizontale, comme son nom l'indique, vous passez de machine à machine à travers le réseau ou de compte en compte qui ont à peu près le même privilège. Par contre, l'escalade de privilèges verticale, comme son nom l'indique, vous montez en privilège et par conséquent, vous pouvez effectuer beaucoup plus d'actions. Et pour votre culture générale, il faut savoir qu'on peut s'authentifier à une machine Windows sans avoir son mot de passe. Et cette technique, elle est appelée PTH, c'est-à-dire Pass Over the Hash. C'est-à-dire une fois qu'on est sur le même réseau que la personne et qu'on a son hash NTLM, on n'a même pas besoin que l'utilisateur clique sur quelque chose pour qu'on puisse prendre le contrôle de son PC. Enfin, on a la cinquième et dernière phase qui est la phase de maintien d'accès ou la phase de persistance.
Bah, une fois qu'un attaquant a eu un accès initial sur un PC, son objectif est de pouvoir y revenir. Du coup, il va passer par plusieurs techniques qu'on appelle des techniques de persistance pour qu'il puisse revenir sur le PC autant de fois qu'il veut. Et enfin, comme à chaque phase, il établit une documentation des découvertes. Du coup, ça c'était les 5 étapes de la kill chain la plus simple. Mais retenez bien une chose, la phase la plus longue, c'est vraiment l'étape de reconnaissance. Il faut savoir qu'il faut en moyenne 180 minutes pour prendre le contrôle total d'une entreprise. Donc c'est vraiment la phase de reconnaissance qui prend le plus de temps. Et cette phase, elle peut nécessiter des mois et des mois aux hackers parce que les autres phases sont relativement simples. Par exemple, pour la phase d'escalade de privilèges, il y a des scripts conçus spécialement comme WinPeace sur Windows et LinPeace sur Linux qui vont énumérer tous les vecteurs d'escalade de privilèges sur la machine cible. Du coup, vous n'avez pratiquement rien à faire. Le script, il se charge de la majeure partie du travail et vous avez juste à exploiter les vecteurs que le script il a trouvé. Maintenant, je vais vous parler du MITRE. Le MITRE est une association à but non lucratif sponsorisée par l'État américain qui a pour but de comprendre les attaques cyber. Et dans le MITRE, il y a plusieurs frameworks. Le premier framework le plus utilisé par le MITRE est le MITRE AT&T-CK. AT&T-CK pour Attack, Tactique, Technique and Knowledgement. Dans le MITRE AT&T-CK, vous allez entendre parler de TTP. Le TTP, c'est un code de communication qui est utilisé partout. TTP, ça veut dire tactique, technique, procédure. Vous allez voir que ça se présente sous forme de tableau, de matrice. Les colonnes sont les tactiques et dans les colonnes, on a les techniques. Et quand vous cliquez sur les techniques, vous avez les procédures. Et dans la procédure, on peut la tenir. L'ensemble des tactiques avec leurs techniques constitue la chaîne de compromission, c'est-à-dire la kill chain qu'on a vu tout à l'heure. En grosso modo, le MITRE AT&T-CK recense toutes les techniques utilisées par les grands groupes de hackers. Vous allez aussi entendre parler de tout ce qui est C2, C3, C4. Un C2 qui veut dire Command and Control est un serveur utilisé pour commander et contrôler des machines victimes. Par exemple, si vous entendez parler de Metasploit, bah c'est un C2. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'un C3. Un C3 qui veut dire Command and Control and Computing ou Communication. Je suis pas sûr du troisième terme, mais dites-vous qu'un C3 c'est un C2, sauf que il y a une couche en plus. Par exemple, au lieu que votre machine se connecte directement au C3, elle va passer par un service tiers comme Discord qui va lui à son tour se connecter au C3. Enfin, on va voir ce que c'est qu'un C4. Un C4 qui veut dire Command and Control and Computing and Communication est comme un C3 mais encore avec une couche au-dessus. Cette fois-ci, toute la communication elle est chiffrée, c'est-à-dire elle est illisible pour toute personne qui ne fait pas partie de la communication. C'est-à-dire seul l'attaquant pourra voir les données qui transitent vers le C3. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense que celle-ci elle a été un peu trop technique, mais j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. De toute façon, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je tiens aussi à vous remercier pour toute la force que vous m'apportez dans mes vidéos. Et n'hésitez vraiment pas à continuer à liker, à partager, à commenter. Ça me fait grave plaisir. Et comme je vous le dis à chaque fois, ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas à regarder ma dernière vidéo où je vous apprends à prendre le contrôle du téléphone de n'importe qui. Voilà, j'avais un objectif de 1000 vues. Et je pense qu'à l'heure où je vais poster cette vidéo, on les aura à temps. Du coup, je vous remercie énormément. C'était Papy King. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. We keep going. Et comme j'aime bien le dire, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Allez, ciao les amis.